Bonjour, nous sommes le vendredi 22 septembre 2017 et contrairement à l'ami Georges, je ne dirai pas aujourd'hui le 22 septembre, je m'en fous, chanson de Georges Brassens. La presse anglo-saxonne en particulier parle surtout ce matin de l'utilisation par le président nord-coréen, M. Kim Jong-un, de l'expression dotard à propos de M. Trump, président des États-Unis. Alors, on vous expliquera qu'il y a eu un pic sur Google de gens qui voulaient comprendre ce que le mot dotard veut dire. Apparemment, il n'est pas familier du tout des Américains. C'est un mot que les Anglais, en fait, à mon sens, connaissent bien, mais qui n'est pas dans le vocabulaire américain. C'est un mot qui est utilisé en particulier, j'ai vu, dans plusieurs pièces de Shakespeare, et ça veut dire voilà, c'est un vieillard sénile. Apparemment, le mot dotard vient du français, de radoter, Et donc, dans l'escalade entre le président américain qui avait parlé l'autre jour aux Nations Unies de raser la Corée du Nord, et du président nord-coréen qui dit que qu'il faut ignorer, il va faire entrer les mots dans sa gorge de ce vieillard sénile qu'est monsieur Trump. Notre sort n'est pas en d'excellentes mains. Ce sont des fous furieux qui sont à la tête de nations peut-être pas importantes pour la Corée du Nord, mais en raison du fait qu'elle se pourvoit d'armes nucléaires. Elle joue un rôle important sur l'échiquier international et menace de les utiliser si on l'attaque, si on la menace. Alors vous avez vu sans doute sur mon blog la meilleure explication à ma connaissance, enfin de ce que j'avais vu moi, de la situation de ce qu'est la Corée du Nord. C'est un article par DD et DH. Si vous ne l'avez pas vu, je vous recommande de le lire. On me signale, on m'envoie des liens vers des sites complotistes qui vous racontent des histoires invraisemblables à propos de la Corée du Nord. Là, ici, voilà, sur le blog de Paul Jorion, il y a une explication très claire de la situation dans laquelle nous nous trouvons et comment nous sommes arrivés là à la suite de vieilles rivalités qui datent du XVIIe, XVIIIe siècle entre la Russie et le Japon sur la zone constituée de la Corée, qui n'a jamais fait partie de l'Empire chinois et qui a souvent été composée d'un certain nombre de petits royaumes, deux ou trois. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, cette situation géopolitique explosive? Parce que quand il y a des fous furieux qui échangent des insultes et que tous les deux ont accès à l'arme nucléaire, évidemment, le monde est en danger. Et du fait que nous avons encore, nous, occidentaux, des alliances par le biais de l'OTAN avec les États-Unis et un président un peu, effectivement, fou à sa tête. Quand on dit fou, moi je mets fou entre guillemets. C'est la même chose que quand on parle de Hitler en disant mais vous savez c'est très simple, Hitler était un fou. Non, non, monsieur Hitler n'était absolument pas un fou, il faut comprendre comment les gens fonctionnent et les appeler fous quand ce sont des gens qui sont élus à la tête d'une nation par des votes démocratiques, il faut faire très attention. Non, il ne s'agit pas de fou. Dans le cas de monsieur Trump, c'est un monsieur qui est un chef d'affaires, un homme d'affaires, un chef d'entreprise qui a réussi et qui considère que les méthodes par lesquelles il a réussi, bien entendu il a déjà hérité au départ beaucoup d'argent, mais il a réussi dans ce qu'il a fait. Il a réussi en étant un autocrate, en étant un tyran, en étant en fait, il faut pour appeler les choses par leur nom, un bon chef d'entreprise. Parce que ce que nous voyons surtout avec M. Trump, c'est ce que ça donne quand un bon chef d'entreprise dirige un pays. Ça nous montre la distance qui existe entre le monde des affaires et celui du sens commun des gens ordinaires. Parce que M. Trump n'est pas seul dans son style. Moi, j'en ai vu des gens comme M. Trump, des gens qui dirigent des entreprises et qui sont admirés, qui ont des articles extrêmement laudateurs dans l'un des revues comme Forbes, etc., le Wall Street Journal, qui disent que ces gens réussissent, emploient du monde, font de l'argent, et ainsi de suite. Le problème, c'est que M. Trump n'a pas compris que quand on devient un chef d'État, il faut changer de style, il faut avoir un ton conciliant, montrer qu'on est au-dessus de certaines choses. Non, il continue, lui, à se conduire comme ça, à se conduire en tyran, en personne insupportable. Alors, pourquoi il y a une question supplémentaire, c'est pourquoi est-ce qu'il continue à le faire? Il n'est pas fou.
Il est d'une intelligence, je dirais, moyenne. On ne peut pas dire non plus simplement que c'est un imbécile. Mais pourquoi continue-t-il à se conduire comme ça? Pourquoi tient-il à l'ONU un discours de candidat en campagne sur le ton d'un tribun, alors qu'il est président des États-Unis? Et là, il faut peut-être faire un tout petit peu de psychanalyse. C'est qu'il a sans doute le sentiment qu'il n'a pas été élu légitimement. Il n'a pas été élu légitimement. Pourquoi est-ce qu'il a ce sentiment? Probablement parce qu'il n'a pas été élu légitimement et qu'il le sait. Et c'est une chose qui va apparaître dans les jours qui viennent. Il y a cette enquête faite par le conseiller spécial, Monsieur Muller, qui s'occupe de voir s'il y a eu une influence de la Russie dans les affaires des élections présidentielles aux États-Unis. Et là, la difficulté, c'est qu'on voit apparaître de plus en plus, par l'enquête en particulier qui porte sur M. Manafort, qui avait été un dirigeant de la campagne de M. Trump, c'est que tous ces gens des milieux d'affaires et tous ces gens en particulier aussi des cabinets juridiques, ce sont des gens qui n'ont jamais manifesté une loyauté particulière à qui que ce soit. Seul leur intérêt les a dirigés. Et leurs intérêts, ça a été parfois de travailler pour des oligarques plus ou moins liés à des régimes corrompus ou directement pour ces régimes corrompus, parce que nous avons cette représentation dans notre système juridique qu'un avocat, c'est quelqu'un qui peut défendre n'importe quelle cause. Et ça nous vient de loin dans notre culture, ça nous vient de la civilisation grecque ancienne, quand les gens qu'on appelait les sophistes, c'était des gens qui enseignaient l'art de parler et de prouver n'importe quoi. C'était ça, les sophistes ils n'appartenaient pas au courant des cyniques à proprement parler en philosophie, mais ils étaient cyniques sur ce plan-là, qu'il n'y a pas de vérité absolue, qu'un discours, la qualité d'un discours, pour être véridique, c'est d'être non contradictoire, et qu'on peut prouver une chose ou son contraire de manière non contradictoire. Il s'agit simplement de ne pas se contredire soi-même. Et si vous avez cette qualité-là, vous pouvez faire de la politique dans n'importe quel parti, indépendamment de vos convictions, du moment que vous ne vous contredisez pas. Vous pouvez, à la cour, défendre n'importe quelle cause, du moment que vous ne vous contredisez pas. Et ce qu'on voit apparaître, c'est que dans ce milieu des affaires, dans ce milieu des cercles juridiques auxquels M. Trump est associé, on ne fait pas de sentiment. On n'a pas de sens de l'intérêt général, on n'a pas de sens de la collectivité, on fait confiance aux économistes et leur principe d'individualisme méthodologique. Il n'y a pas de différence entre une collection d'individus et une société en tant que telle. Principe dont je vous rappelle qu'il a été démenti par la quasi-totalité des sciences humaines, sauf la science économique, et nous retrouvons devant ça. C'est-à-dire que cette enquête de M. Muller, elle ne va sans doute pas montrer qu'on a donné 1 million, que M. Poutine a donné 1 million à quelqu'un pour faire élire M. Trump. Mais elle va montrer que ce milieu qui a produit M. Trump et tous ses amis et toutes ses connaissances, ce milieu est un milieu qui est absolument corrompu sur le plan moral. On a travaillé pour n'importe quel dictateur, ça apparaît. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Avec une Ukraine qui n'est plus sous l'emprise de la Russie, on voit apparaître les conflits qui existaient dans l'Ukraine avant la guerre civile et qui continuent d'exister dans ce pays. Et maintenant apparaît peut-être en surface la manière dont certains Américains, amis de M. Trump, ont travaillé pour les Russes contre les Ukrainiens, je dirais nationalistes de leur côté. Ici, je ne donne pas d'opinion, je veux dire, sur ce qui se passe exactement dans ce pays, mais tout ça maintenant apparaît en surface. Ce sont des gens autour de M. Trump qui sont des gens sans foi ni loi, comme on dit, et qui sont tout à fait, malheureusement, représentatifs des milieux d'affaires d'une certaine manière. Alors, quand je dis ça, il faut toujours que je précise que moi, en particulier, dans les entreprises où j'ai travaillé, j'ai connu des patrons comme ça, mais j'en ai connu aussi qui sont autrement. Alors ça, je le dis. Et que même dans ce domaine des subprimes ou dans un domaine apparenté, j'ai eu affaire à des patrons qui étaient des patrons intègres. Ça existe aussi. Il y a moyen de faire du business en n'étant pas absolument corrompu. Il y a malheureusement, je l'ai déjà dit, une certaine tolérance à la fraude qui se situe parfois pas loin du sommet dans les entreprises.
Mais il y a moyen de faire cela aussi, je dirais, d'une manière honnête et d'une manière intègre, si on veut. On n'est pas perdu d'avance. Euh, Malheureusement, dans ce milieu-là, il y a beaucoup de requins, il y a beaucoup de gens dans l'ombre qui se considèrent au-dessus des lois, au-dessus de la morale, au-dessus de l'éthique et qui malheureusement trouvent dans la science économique un domaine où on nous dit la rationalité économique n'a rien à voir avec la moralité ou l'éthique, ça a d'autres principes et ces principes sont indépendants de ce que nous appelons l'éthique ou la morale. Ça se trouve déjà chez M. Walras. J'en ai cité un passage l'autre jour. M. Walras, en 1874, je vous le rappelle, il y a là, à cette époque-là, à ce qu'on appelle le tournant marginaliste, il y a un tournant dans la réflexion économique. Jusque-là, vous avez des gens comme Adam Smith, Ricardo, Jean-Baptiste Say, Karl Marx, des gens qui pensent et réfléchissent à l'économie en tant que représentant, je dirais, de sciences humaines, de sciences morales, de sciences politiques, comme on disait à l'époque. Et à partir des années 1870, les marchands entrent dans le temple, c'est la logique des marchands, c'est la cupidité des marchands qui va diriger l'économie et nous produire un semblant, un simulacre de science économique qui est celle qui domine aujourd'hui dans les universités et qui ne laisse, comme vous le savez, aucune place aux autres. Voilà, une petite réflexion sur M. Trump et les implications diverses de son comportement. Ce comportement, bien entendu, vous le savez, est très dangereux pour nous. Ces gens ont le doigt sur la détonation d'armes nucléaires. Ils sont heureusement, je dirais, heureusement entourés de généraux qui réfléchissent parfois un peu plus loin que le bout de leur nez. Là aussi, les généraux, c'est comme les hommes d'affaires, il y en a de très bons et il y en a de très mauvais. Mais comme le milieu des affaires, c'est en général un milieu, je dirais, criminogène, c'est-à-dire qu'il encourage au comportement non éthique et au comportement non moral, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des individualités qui arrivent à résister à cela. Mon activité, ben vous voyez, je suis dans une chambre d'hôtel, je suis à Mulhouse, où j'ai fait ma première conférence depuis un certain temps, parce que j'avais dû en décommander beaucoup à la suite de différents malaises. J'avais un petit peu d'appréhension hier soir. Et puis tout ça s'est bien passé. Une heure d'exposé et une heure de questions de la salle à propos du livre Le dernier qui s'en va éteint la lumière. On a dû ajouter des chaises, ce qui fait toujours plaisir pour accommoder tout le monde. Discussion très intéressante, très bonne question de la salle. Qu'est-ce qui vient comme activité maintenant la semaine qui vient, jeudi, de 14 à 15 heures sur France Culture. Je serai l'invité de l'émission Entendez-vous l'écho. Voilà, France Culture de 14h à 15h, le jeudi 28, je reviendrai là-dessus. Et la semaine suivante, le 6 octobre, très exactement, je me trouverai au Havre. Et là, il y aura un débat très intéressant. Si vous pouvez venir au Havre, venez écouter ça. Il y aura un débat de 3/4 d'heure, 1 heure, entre M. Jacques Attali, que je ne dois pas vous présenter, M. Joël Doronnet, que vous connaissez certainement aussi, et moi-même. Ça va être un débat, il me semble, assez intéressant. La question, ce sera la suivante. Le monde en 2517. Alors, comme personnellement, vous savez que je pense qu'il aura déjà bien, l'espèce humaine en tout cas, à la surface de la Terre, aura déjà bien du mal à arriver à 2100, alors 2517, j'aurai certainement des choses à dire qui ne seront certainement pas les mêmes que celles que diront M. Jacques Attali et M. Joël Doronnet. Voilà, allez, à la semaine prochaine.